compte aujourd'hui 10 salles équipées de matériel moderne. Depuis quelques mois, nous vivons dans un cadre un peu agréable. Par le passé, nous étions coincés dans cette salle. Bon, je crois qu'on faisait presque tout ce qui concerne la tuberculose et le bilan de VIH aussi. Depuis quelques semaines, vraiment nous avons fait un joyeux battement et qui nous a permis quand même de séparer les activités. Donc, ici, dans cette salle, nous faisons uniquement la tuberculose. Et il y a le deuxième compartiment qui se trouve au sous-sol. Ça nous permet de faire les examens de sang et tout ce qui est bilan de prise en charge des personnes vivant le VIH. Cette réhabilitation d'une valeur de 47 millions de francs CFA est à l'initiative de l'association American Society of Microbiology. Créé en 1958, le centre antituberculeux d'Adjamé est le premier centre antituberculeux de Côte d'Ivoire. Docteur, quel va être l'impact de ce labo dans la prise en charge des patients co-infectés tuberculose VIH? Je voudrais tout d'abord remercier véritablement la Société américaine de microbiologie qui vraiment vient de poser une action salutaire. Parce que, comme l'a dit le reportage, Adjamé est un centre historique. C'est l'un des premiers centres antituberculeux en Côte d'Ivoire. Il reçoit en moyenne environ 150 patients par jour. Donc vous imaginez un peu la charge de travail de ce technicien qui vient de parler et de tout le personnel de cette structure. Alors il était bien que ce centre-là bénéficie d'un laboratoire qui répond aux normes de biosécurité et surtout de qualité de diagnostic de nos patients en Côte d'Ivoire. L'un des acteurs principaux dans la prise en charge de la co-infection tuberculose VIH, on l'a dit tout à l'heure, est le PEPFAR. Quelles sont les actions menées par cet organisme dans le cadre de la lutte contre la co-infection? Le PEPFAR nous soutient le programme national de lutte contre la tuberculose et via le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida depuis une dizaine d'années. Et c'est pas à travers un accord de coopération que le PEPFAR soutient le ministère. Et chaque année, nous devons écrire un plan opérationnel d'environ une centaine de millions. Nous appelons ce plan opérationnel le COP. C'est un Country Operational Plan qui nous permet de mener des activités. Et ça, c'est la centaine de millions qui est donnée au niveau du PNLT pour dérouler des activités chaque année et à soustraire de tout ce qui est comme financement qui est donné par le PEPFAR au niveau des partenaires de mise en œuvre qui sont sur les sites au niveau du terrain. Et ce financement nous permet véritablement de faire des réhabilitations. On vient de le voir, beaucoup de nos centres sont réhabilités grâce au soutien du PEPFAR. Et il y a le renforcement des capacités du personnel qui est fait par l'élaboration des outils de formation. Nous avons l'approvisionnement en intrants de labo pour le diagnostic des deux pathologies. Et ensuite, ce financement permet aussi de sensibiliser la population et les malades. Et dans le cadre de la prévention, alors, qu'est-ce qui est fait concernant les deux pathologies? Ce qu'il faut dire, c'est qu'en matière de prévention, il faut agir sur la chaîne de transmission ou bien sur les facteurs favorisants. Au niveau de la tuberculose, c'est une transmission aérienne. Donc il faut mettre en œuvre toutes les mesures qui peuvent arrêter ou bien rompre la chaîne de contamination, c'est-à-dire du malade à la personne saine. Depuis 4 ans, je dirais, la Société américaine de biologie nous aide au niveau du programme national de lutte contre la tuberculose, pour la prévention de la tuberculose, à mettre en place ce qu'on appelle le contrôle de l'infection tuberculeuse dans les établissements de santé. Et nous avons, grâce à l'aide d'un consultant que la société nous a envoyé, nous avons pu mettre en place tous les outils de formation. Et aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, des formations vont être faites pour que ceux qui travaillent dans les structures puissent prendre des mesures. Parce que je veux vous dire que le contrôle de l'infection permet d'éviter la transmission de l'infection tuberculeuse du malade au médecin. Donc ça sera des mesures qui sont enseignées aux prestataires
Aussi, on va sensibiliser à travers cela, parce que des patients qui sont venus à l'hôpital juste pour un paludisme peuvent contracter la tuberculose du fait qu'il n'est pas enseigné l'hygiène à la toux aux patients toucheurs. Et donc des mesures seront mises en place dans nos structures pour déjà prendre en charge très vite tous ces patients toucheurs pour éviter qu'ils contaminent dans la structure des patients qui sont venus pour autre chose. Docteur, nous avons parlé de la prévention au niveau de la tuberculose et concernant le cas du VIH. C'est pareil. Je l'ai dit tout à l'heure, il faut agir sur les voies de transmission. Nous savons qu'au niveau du VIH, il y a 3 principales voies de transmission. La voie sexuelle, donc on va mettre en place tout ce qui est sensibilisation pour la fidélité, l'abstinence, le condom, pour que vraiment la voie sexuelle, on ne puisse pas avoir de nouvelles infections. On a aussi la voie sanguine, donc par les transfusions sanguines, et ça, il faut le noter, des efforts conséquents ont été faits au niveau du Centre national de transfusion sanguine pour empêcher de transfuser du sang souillé à des personnes saines. Et il y a la voie, la transfusion mère-enfant. À ce niveau, il est demandé à toutes les femmes qui sont enceintes de faire le test du VIH. Si elles sont séropositives, aujourd'hui, il y a des possibilités de ne pas transmettre le virus à l'enfant. Parce que la transfusion mère-enfant se fait au cours de la grossesse, pendant l'accouchement et au cours de l'allaitement. Donc, toutes ces mesures, il y a des mesures qui sont prises pour rompre la chaîne de transmission à ces niveaux, à ces différents niveaux. Docteur, comme annoncé, nous recevons notre chroniqueur Serge Collia. Bonjour Serge. Bonjour Delphine. Serge, quelle est l'actualité sur la toile concernant la co-infection tuberculose-VIH? Alors, pour la tuberculose, sur la toile, c'est essentiellement des chiffres qui concernent le taux un peu de mortalité, on va dire, en ce qui concerne la tuberculose. Alors, il faut dire que la tuberculose est la 2e maladie infectieuse la plus mortelle, donc après le sida. Donc, c'est dire que c'est une maladie qui également agit sur la santé, la vie des populations. Et donc, sur la toile, on nous informe par exemple que 1 300 000 personnes meurent chaque année dans le monde entier du fait de la tuberculose. Et il faut dire que c'est une maladie, on le sait, c'est une maladie qu'on peut guérir, dont on peut se relever. Et sur les 9 millions de personnes dans le monde entier, 3 millions de personnes n'ont pas accès aux soins. Et c'est une question essentielle. Il faut permettre à toutes ces personnes-là d'avoir accès aux soins. Tant qu'elles n'auront pas accès aux soins, eh bien, ces personnes-là ne pourront pas survivre. Donc, si 1 300 000 personnes meurent chaque année, c'est parce que un trop grand nombre de personnes dans le monde n'ont pas accès aux soins. Donc, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, sur la toile le dit, il faut favoriser l'accès des populations aux soins. En Côte d'Ivoire également, on a ce souci sur 8% de personnes, on va dire 8% de personnes meurent chaque année de la maladie. Et en Côte d'Ivoire, 2013, les chiffres qu'on a pour 2013, un peu plus de 25 000 personnes sont dépistées chaque année et sont soignées, ces personnes dépistées. Donc, quand on est dépisté, on a de fortes chances de guérir. Mais quand on vient à l'hôpital au moment où la maladie est dans sa phase la plus critique, eh bien, il n'y a pas trop de solutions. Donc, c'est une maladie, en gros, qui, sur la toile, il est dit que c'est une maladie qui peut être soignée. Mais il faut venir à l'hôpital. Docteur, vous avez un mot à ajouter sur ce qu'il a dit? Tout à fait. Il faut que toute la communauté internationale et même ceux qui interviennent dans la lutte contre la tuberculose prennent des dispositions en décentralisant au maximum les soins. Parce que selon l'estimation de l'OMS, nous en Côte d'Ivoire, on devrait dépister environ 35 000 cas. Et aujourd'hui, nous avons dépisté 25 000. Donc, il reste encore à dépister 10 000 cas. Et donc, nous allons, pour les années à venir, vraiment maximiser nos efforts sur ces personnes qui n'ont pas accès aux soins. Mais ça peut être dû à plusieurs raisons. Mais la seule chose que nous devons savoir, nous devons aller mener la politique de dépistage actif. Parce que jusqu'à présent, nous menons une activité passive.
C'est-à-dire, nous sommes dans nos centres, c'est les gens même qui viennent à nous. Et maintenant, il faut aller vers les populations les plus éloignées, peut-être les plus reculées, qui n'ont pas accès à la route. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte, mais nous devons les rechercher et agir sur ces facteurs-là pour que les 10 000 estimés que nous devions normalement dépister, qui ne sont pas dépistés, nous puissions les atteindre. Serge, vous attendez toujours la contribution des téléspectateurs? Tout à fait. Nous attendons cette contribution. Déjà, les téléspectateurs ont commencé à réagir, à connaître ce site-là, facebook.com/spot SIDA. Pour parler de SIDA, on va dire peut-être un mot sur ce que la toile nous donne comme information. Au niveau de la recherche, les choses, comme on le dit, avancent. Aux États-Unis, on parle du cas de ce bébé qui est né de parents malades de sida. Et donc, c'est un bébé qui est né avec la maladie. Et cet enfant-là, il y a eu des essais cliniques 4 heures après sa naissance. Donc, on lui a administré une forte dose d'antirétroviraux. Et donc, sur les 6 premiers jours de sa naissance, on a constaté qu'effectivement, il n'y avait aucune trace de sida, du VIH-sida dans le corps de l'enfant. Donc, c'est pour dire qu'il y a des avancées et puis c'est des essais. Sinon, c'est des essais concluants qui vont peut-être permettre de renforcer la recherche pour permettre aussi aux grandes personnes de pouvoir guérir de la maladie. Donc, ça, c'est une information capitale. C'est le 2e cas aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il a eu lieu en Californie, mais il y a eu un autre cas précédemment, il y a 1 ou 2 ans, au niveau de Boston. Et donc, il y a 2 cas comme ça. On est avec la maladie et puis, quelques années après, on n'a plus de traces de la maladie avec justement les soins qu'on reçoit. Merci donc Serge d'avoir accepté notre invitation. Le message est bien passé. La dernière rubrique de cette émission, ce sont des conseils pratiques sur la co-infection VIH-tuberculose. Docteur, quels sont donc les conseils que vous pouvez donner aux téléspectateurs qui nous suivent? Pour toute personne qui tousse de plus de 2 semaines, il faut se rendre dans un centre de santé le plus proche. Parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, sur toute l'étendue du territoire, la tuberculose est prise en charge. S'il s'avère qu'il est tuberculeux, on fait systématiquement le test du VIH, bien entendu avec l'accord du patient. Pour les personnes vivant avec le VIH, lorsqu'elles sentent qu'elles toussent, il faut qu'elles se signalent à leur médecin. Et il faut aussi que les prestataires de soins prennent en charge la tuberculose chez les personnes vivant avec le VIH. Merci docteur, merci d'être venu sur notre plateau. Une toux de plus de 2 semaines est suspecte de tuberculose et doit par conséquent motiver une consultation médicale. Et le dépistage du VIH est capital chez tout malade tuberculeux. C'est la fin de votre magazine Spotlight SIDA, réalisé par Awa Sawadogo. Merci de votre fidélité et bonne santé à tous.